Mes chers amis, les 30 années de la loi 101, elles ont été marquées par des progrès, mais aussi par des échecs et des incertitudes qui s'accroissent au lieu de diminuer. Ne méprisons pas les progrès accomplis, en particulier ceux qui ont changé dans une certaine mesure les attitudes des diverses composantes de notre population, francophones, anglophones, allophones, qui, chacune à sa façon, avaient tendance, avant l'adoption de la loi 101, à considérer le statut inférieur des Québécois de souche comme une inaltérable réalité de la vie. Ceux d'entre nous qui sont assez vieux pour avoir connu le Québec d'avant 1977 sont certainement les plus en mesure d'apprécier les changements apportés par la loi 101 à cet égard. Il reste que les tribunaux canadiens ont démantelé la loi. D'une loi qui donnait aux Français au Québec un statut normal de langue nationale, qui lui donnait toutes les prérogatives que détiennent habituellement les langues nationales dans chaque pays. Les tribunaux ont fait d'une telle loi graduellement une loi qui autorise ou au mieux impose parfois l'usage du français, mais parallèlement à celui de l'anglais. Ce fut le cas pour la langue du commerce. Beaucoup de dispositions de la loi régissant la langue du commerce ont été démolies par les tribunaux. Ce fut le cas pour la langue de travail. Ce fut le cas pour la langue des services professionnels. La loi 101 originale garantissait que vous ayez des services médicaux en français où que vous alliez. La Cour a déterminé qu'il fallait le demander avant. Alors, quel patient amené d'urgence à l'hôpital Royal Victoria va insister pour être servi en français, surtout s'il connaît l'anglais, pour être servi en français, alors qu'on sait combien de temps ça prend pour avoir un médecin, alors que si quelqu'un fait une crise d'appendicite, je pense pas qu'il va commencer par exiger qu'on le soigne en français, il va prendre ce qu'on va lui donner, et effectivement, c'est ce qu'on fait. Il vous donne, ça m'est arrivé personnellement, il vous décide de vous soigner en anglais, et vous sortez de là, comme ça m'est arrivé, avec une belle prescription en anglais, puis des instructions sur quoi faire en anglais, etc. Vous n'êtes pas dans un hôpital en état de marchander. Et c'est comme ça dans à peu près tous les domaines aussi au travail. Il y a eu l'affaiblissement de la loi. Il y a eu un affaiblissement de la loi concernant la langue des services professionnels, affaiblissement de la loi concernant la langue concernant de la loi concernant la langue des lois et des tribunaux. Dans ce dernier cas, celui de la langue des lois et des tribunaux, dans ce dernier cas, c'est une décision de la Cour suprême de 1979 annulant un chapitre entier de la loi 101 qui a fait que cette semaine, nous avons reçu en anglais seulement un jugement de 41 pages du juge Hilton dans un procès qui concerne éminemment toute la population du Québec et où notre gouvernement était une partie en cause. Avec la loi 101 originale, cela aurait été impossible. Vive la République! Mais le plus grave, bien sûr, dans ce jugement de la Cour d'appel, pas du Québec, mais au Québec, parce que c'est une cour fédérale, le plus grave dans ce jugement, c'est sa portée, bien sûr.
vous la connaissez tous. Ce jugement permettrait aux riches et aux moins riches, même qui pourraient bénéficier de fondations charitables, n'est-ce pas, mises sur pied, peut-être avec l'appui financier du gouvernement fédéral un jour. Ils aiment bien financer tout ce qui dirige les Québécois. Permettrait donc, finalement, à tout le monde de contourner les dispositions de la loi 101 concernant l'accès à l'école anglaise. Que peut-on conclure quand deux personnes nommées par le Premier ministre du Canada, siégeant dans une cour, non pas du Québec, mais au Québec, une cour du fédéral en réalité, quand deux personnes donc prétendent annuler d'un trait de plume une loi de protection du français. Une loi qui a été votée à l'unanimité par les élus du peuple du Québec. Tous les élus des trois partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ont voté cette loi. Et voilà que deux personnes nommées par le Premier ministre du Canada disent « c'est pas bon, on n'en veut pas, ça prévaudra pas, ça. La volonté du peuple du Québec, ça compte pas. » Que conclure? Que conclure? Que conclure quand ces deux personnes agissent en s'appuyant par-dessus le marché sur un texte imposé de force au Québec en 1982 par 10 gouvernements anglophones, même s'ils mettent quelques francophones à la tête parfois pour que ça paraisse moins mal au Québec. Mais c'est 10 gouvernements anglophones qui ont imposé cette fameuse charte au Québec. Un texte tellement contraire à nos intérêts nationaux que tous nos gouvernements au Québec ont refusé de le signer. René Lévesque, Pierre-Marc Johnson, Robert Bourassa, Daniel Johnson, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, ils ont tous refusé de signer. Et Jean Charest aussi refuse de signer cette Constitution que deux personnes invoquent pour protéger, pour démolir une loi qui protège l'avenir du français au Québec. Et en plus, on nous balance un jugement de 41 pages en anglais sans même une traduction pour les indigènes, comme au temps béni des colonies. Il paraît que c'est dangereux de dire que c'est méprisant, ça. Il paraît que si on dit que c'est méprisant, on risque de se retrouver en cour pour outrage au tribunal avec une grosse amende à payer. Alors, je ne le dirai pas. Mais il paraît aussi qu'on a le droit de dire comment on se sent. Et moi, je me sens méprisé par ce comportement-là. Et vous autres? Que conclure de tout ça, sinon que la liberté du peuple du Québec, elle reste à conquérir. Ça n'a pas de bon sens que de laisser les institutions d'un pays anglophone comme le Canada, où nous sommes seulement 22% de la population, décider ce que nous, on peut faire, ou ce que nous, on ne peut pas faire, on n'a pas le droit de faire pour protéger le français au Québec. C'est parce que vous savez cela que vous êtes ici aujourd'hui. La loi 101 de Camille Lorrain, elle a rompu avec la longue tradition de soumission observée par notre peuple, autant que par ses élites, depuis la conquête. La dualité qu'on nous a imposée. Il n'y en avait pas d'école anglaise en Nouvelle-France. C'est la violence faite à notre peuple qui fait qu'on se retrouve avec un système duel actuellement au Québec. Et plus encore, cette soumission-là, elle était forte depuis l'écrasement de la rébellion de 1837-38. Camille Lorrain, et je salue ici
Mme Castonguay-Lorrain. Camille Lorrain ne s'est pas demandé, quand il a proposé sa loi, quand il l'a fait adopter, Camille Lorrain ne s'est pas demandé si sa réforme plairait à nos maîtres, qu'ils soient à Ottawa ou à Toronto ou à Westmount. Il l'a fait au contraire contre eux. Camille Lorrain, le psychanalyste, connaissait mieux que quiconque les peurs ataviques de ses compatriotes. Il ne s'est pas demandé si son projet obtiendrait l'appui spontané de René Lévesque. Il a plutôt entrepris de convaincre René Lévesque de la nécessité d'un tel projet, et il a réussi. Cette célébration des 30 ans de la loi 101, faisons-la dans l'esprit qui animait Camille Lorrain et les militants indépendantistes de son époque. Cette célébration, elle ne marque pas la fin d'un cycle de 30 ans. Elle est au contraire le coup d'envoi d'une nouvelle et longue et dure bataille que nous allons gagner. Merci beaucoup.